Après cette matinée très inspirante et riche en partage et en émotions, on vous propose de faire un petit virage et de vous laisser guider vers justement le nouveau thème 2024 qui est Viens, je t'emmène. Alors pourquoi on a ouvert ce cycle d'après-midi? C'était clairement la logique de se dire là vous allez rentrer et les professionnels vont rentrer dans une phase de préparation de la semaine de la petite enfance 2024 et des Giraffe Awards. Et on souhaitait vous proposer des ouvertures, des échanges qui vont pouvoir nourrir l'ensemble de votre réflexion toute l'année. Les différentes propositions vont tourner. On ouvrira avec Malika et Valentina pour échanger notamment autour du livre et de la culture. On aura le plaisir ensuite. C'était important quand on parle de Viens, je t'emmène, ça sous-tend une thématique autour du vivre ensemble, notamment, et c'était une table ronde qu'on voulait vous proposer. On fera un point un peu plus pédagogique sur le décryptage du thème en détail avec Hugo, Laetitia et Andrew, et enfin, on terminera sur une vraie note de voyage avec un tour du monde. Pour ouvrir cet après-midi, je suis très heureux d'accueillir Malika Doré, qui est auteure illustratrice à l'École des loisirs, et Valentina Semenghini de l'association AFALAC, Association Famille, Langue, Culture. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on s'est déjà croisé avec certains ce matin. Donc, moi, je suis Valentina Semeghini et je fais partie de l'association AFALAC. Donc, c'est une association qui est basée au Mans. Donc, nous sommes venus ici ce matin avec l'équipe qui a présenté tout le travail qui a été fait pour la Semaine Petite Enfance 2023 autour du thème pop. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de dialoguer avec Malika Doré. Et bonjour. Bonjour, c'est déjà ça. Alors, donc, notre association, c'est un centre d'éducation, de formation de la diversité linguistique et culturelle. Et donc, nous travaillons tous les jours en contact. C'était bien dans l'autre sens. Donc, nous travaillons tous les jours en contact avec la diversité linguistique et culturelle. Donc, pour la petite anecdote, nous fêtons aussi nos 10 ans cette année et on a fêté notre anniversaire juste 3 jours après la fin officielle de la Semaine nationale petite enfance. Donc, on a prolongé les festivités à l'association. Donc, nous avons pour mission de favoriser l'inclusion et le vivre ensemble dans le milieu éducatif, culturel et de soins, où nous intervenons régulièrement, en accompagnant les familles dans leur pluralité linguistique et culturelle, parce que c'est vraiment avec ce public qui est tous les jours en contact ou à la croisée des langues et des cultures que nous travaillons. Et nous essayons aussi de former tous les professionnels qui nous le demandent aux enjeux de la prise en compte de la diversité linguistique et culturelle. Et bien entendu, nous travaillons principalement pour favoriser, valoriser les langues et les cultures familiales par l'accès à la culture, par l'accès aux livres, qui va être un peu un fil rouge conducteur de notre intervention. Alors, en préparant notre intervention avec Malika, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment frappée. Et quand tu avais dit, Malika, que tous tes albums partent d'un élan intime. Parce que moi, je trouve que ce qu'il y a en commun avec ce que tu nous as dit et ce que nous on fait, c'est que les langues aussi, c'est quelque chose de très intime. Les langues, en fait, nous accompagnent depuis la gestation, depuis qu'on est dans le ventre de notre mère.
et elles nous accompagnent tout au long de notre vie. Et en fait, c'est grâce aux langues qu'on peut accéder au monde, qu'on peut se construire une idée du monde, qu'on peut construire notre langage. Donc c'est vrai que la langue, c'est quelque chose de très intime, mais en même temps, c'est quelque chose de commun et universel, parce que tout le monde se construit par sa langue ou ses langues pour accéder au sens, pour accéder au monde. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour accéder au monde que des histoires? Et en fait, je voulais vous proposer une petite citation de Jérôme Brunner qui écrivait que le récit nous relie aux autres et au monde dans une trame qui fait sens. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est très important de travailler autour des histoires dans les structures d'accueil où on travaille, et en particulier de travailler ces histoires dans les langues familiales des personnes avec qui on rentre en contact, pour plusieurs raisons. Déjà, les histoires, souvent, partent d'un élan intime et on peut aller vers, justement, quelque chose qui est commun. Mais imaginons des familles d'émigrants, des familles qui viennent d'autres pays qui n'ont pas forcément accès à la langue, donc ici au français. Comment font-ils pour pouvoir accéder à ce sens? Parce que souvent, les albums, quand même, sont porteurs de valeurs qui représentent aussi la société d'accueil. Donc nous, on essaie d'intervenir pour favoriser l'accès aux albums dans les langues familiales. Et aussi, du coup, dans ce sens, les langues, c'est ce qui permet de faire le pont entre un ailleurs qui appartient à ces familles et l'ici. Donc par l'album, c'est vrai qu'on peut accéder à ce sens commun. Et la langue, c'est ce qui nous permet de le faire. Et en même temps, c'est ce qui nous permet de nous construire. Parce qu'on peut jouer avec les albums, on interagit avec les albums, avec les histoires. Et si on ne peut pas le faire dans notre langue, il y a une grande partie du sens et de cette valeur qu'on va perdre. Et donc, Malika, moi j'avais une question pour toi, parce que voilà, dans tes albums, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu vas de cet élan intime jusqu'à l'universel, nous donner un exemple peut-être? Alors, en fait, c'est pas du tout conscient, comme c'est juste au bout d'un moment, on se rend compte de ça. En général, comme beaucoup d'auteurs, j'ai écrit un texte où je commence à préparer un album, et c'est vraiment une fois qu'il est paru que je me rends compte qu'en fait, je suis en train de travailler, que ça fait 10 ans que je travaille le thème, par exemple, de la séparation, alors que c'était pas du tout forcément quelque chose de conscient au départ. Et là, je vous ai mis, l'image de ce livre. Donc là, c'est un livre qui n'est jamais paru, qui existe en un seul exemplaire, qui commence à être très très usé parce que ça doit faire 20 ans que je le montre. Et il est donc un exemplaire unique. Cela dit, il a donné naissance à, je pense, la moitié de mes albums en fait. Et donc, rien que ça, ce livre, je n'ai jamais compris pourquoi j'ai fait celui-ci, mais en fait, j'en ai fait peut-être 25 livres comme ça, donc qui étaient juste des séries de personnages, toujours avec un rectangle ou un carré de couleur. Et je crois qu'en fait, au bout de 20 ans, j'ai compris, ce qui m'intéresse, c'est le côté où on est tous pareils et en même temps tous différents. Donc on peut tous se représenter avec un habit de couleur, et puis après, si on est un tigre, on va avoir des dents très pointues. Si on est un oiseau, ce sera plutôt un bec. Donc c'est ce côté unique et en même temps similaire chez tous. C'est un truc un peu obsessionnel. Je ne sais pas à quoi ça correspond chez moi, mais c'est tellement obsessionnel que vraiment c'est un truc très très intime qui n'a d'intérêt que si ensuite je peux le partager avec d'autres et de façon beaucoup plus large. Du coup, ça donne des albums avec peut-être un peu plus explicite, parce qu'il y a des paroles. Et donc là, c'était des livres Ribambelle, donc ils sont faits avec des personnages qui ont tous la même forme. On peut les lire d'un côté ou de l'autre. Donc d'un côté, c'était Coucou Chat, l'autre Dodo Croco. On peut les lire page à page, donc avec des doubles pages. Salut Poule, Enchanté Grenouille. Ils se déploient. Ils peuvent se mettre en étoile,
Et donc, chaque fois, les animaux sont différents, mais rentrent dans la même forme de départ. Et puis, je vous ai dit, ça a donné plein de livres. Et c'était donc ces livres uniques. C'était comme des catalogues d'animaux, de doudous en l'occurrence. Mais on pouvait aussi les lire comme... Donc soit la chauve-souris, la souris, il y en a une qui dort, une qui est réveillée. Et on peut aussi se dire que c'est un grand album de famille, de la famille lapin peut-être. Et donc les lapins sont tous les mêmes et en même temps à chaque fois un peu différents. Et leur place dans la famille fait qu'on a des relations avec tous, mais un peu différentes à chaque fois. Et si on veut que ce soit universel, il ne faut peut-être pas être trop précis pour que chacun puisse s'imaginer son elle à soi. Donc c'est pas ma maman, c'est pas mon papa, c'est pas ma mamie, c'est pas mon papy, c'est pas ma tata, c'est pas mon tonton, c'est ma nounou. Ma nounou à moi et presque seulement à moi. Merci beaucoup, vraiment. Et je voulais aussi peut-être vous parler d'un dispositif qu'on a commencé à mettre en œuvre pour justement les tout-petits. Un dispositif qui s'appelle La Langue, qui est destiné du coup à des enfants de 0 à 3 ans. Et cette année, on a la chance de vraiment le mettre en œuvre dans des PMI, des multi-accueils, des crèches et dans des classes de toutes petites sections. Le but étant d'accueillir les parents avec les enfants lors d'une animation. Et dans cette animation, en fait, on va toujours commencer par la lecture d'une histoire. Histoire qui est racontée en français et dans une des langues ou plusieurs langues des parents qui sont présents. Et alors, je ne sais juste pas comment faire pour lancer la vidéo, parce que normalement, c'est une vidéo. Peut-être. Donc, c'est un papa. Et le petit dit, c'est vous? Et moi, Narubi, beaucoup ça. Je suis serré. Parce que dans un caca, voilà. Donc là, c'est un petit exemple d'un papa qui tient sa fille de toute petite section dans les bras qui nous aide à raconter une histoire en lingala. Donc, c'est le début de l'animation, un petit tapis à histoire ou tablier à histoire qu'on fabrique à l'association. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit de travailler tout le temps sur des histoires qui présentent des répétitions. Parce que quand on parle de répétition, on dit sonorité, musicalité. Et quand on parle de musicalité, on rentre plus facilement dans la langue, on est plus porté à jouer avec la langue et à l'utiliser. Entrer dans le jeu un peu. Et vu qu'on parle de musicalité, c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'il n'y a pas que l'album qui va favoriser en fait l'utilisation de cette musicalité. Parce qu'à partir de l'album, dans la suite de l'animation, nous allons proposer de travailler avec des comptines, avec des berceuses qui sont dans les langues des parents qui sont présents. Et ça permet de les relier, encore une fois, à quelque chose qui relève de l'intime, mais qu'ils peuvent partager avec tout le monde. Tout le monde a des berceuses, tout le monde a des comptines dans sa propre langue. Et je voulais vous montrer aussi une petite vidéo, parce que c'est vrai que dès le départ, quand l'association est née, nous parlons de cette fonction de la langue comme un doudou. Parce que la langue comme un doudou, ça rassure. La langue comme un doudou, ça réconforte l'enfant. Et la langue permet aussi de mieux vivre la séparation avec les parents.
Du coup, c'est pour ça que pour nous, c'est important ces langues de les faire rentrer avec leur musicalité dans les structures d'accueil. Alors, je n'avais pas malheureusement des vidéos avec l'autorisation des parents à vous montrer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis filmée, moi, avec mon bébé. Parce que vous l'avez peut-être entendu, j'ai un petit accent. Et en fait, du coup, mon bébé, il a 15 mois. Son papa, il est français. Donc à la maison, il lui parle en français. Moi, je suis italienne. Donc à la maison, je lui parle en italien. Et c'est vrai que depuis 1 an et 3 mois, du coup, je joue avec lui avec beaucoup d'albums parce que des fois, il m'inspire en fait mais qu'est-ce que je peux proposer autour de ces albums en lien avec les langues pour faire des animations. Eh bien, c'est lui que, au milieu d'un test avec plusieurs albums, m'a donné l'idée de comment utiliser un de tes albums, Malika. Donc, La vie est une berceuse. Donc, on peut peut-être regarder cette vidéo. Et c'était une vidéo de 7 minutes. Du coup, j'ai vraiment pris 2 extraits de quelques secondes pour vous montrer quelque chose qui, pour moi, était un peu représentatif de nos propos. Ah. Mais c'est pas moi. Non, c'est pas ça. C'est la mienne. C'est ma fille. Attendez. Pas la tienne. Oui, non, c'est bon. C'est ça. Ah bah, je vois que toutes les deux... C'est ça. È una ninna nanna. A vedere se c'è la musica. Il est très joli. La vita è una ninna nanna, bisogna ascoltare. Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Sentirò qui. Sì, ne ho fatto di più. Posso fare la musica? È spento. Mi fai ascoltare la musica, Giacomo? Bimbo di Pamacassin. Oh, bimbo di Pamacassin. Cae, buona sali con le libere, e come la cante anche. Donc, pendant 10 minutes, j'avais essayé de lui montrer plusieurs livres qu'on a à la maison. Il était super énervé, il ne voulait pas en savoir. Je ne voulais pas trop insister, mais je me suis dit, allez, une dernière fois. J'ai pris ton livre et dès que je lui ai dit le titre en italien, que je commençais à lire la première phrase directement en italien, vous l'avez vu, il s'est arrêté, il a touché le livre et il est resté effectivement encore pendant... On a lu 2 ou 3 autres pages, donc pas beaucoup, mais par rapport à avant où il courait juste dans tous les sens, c'était quand même beaucoup. Et après, du coup, aussi quand j'ai lu le titre, il allait repartir. J'ai improvisé comme ça une berceuse en italien qu'il connaît bien, et s'est réarrêté sur le livre. Voilà. Donc, moi, je pense que, j'y crois beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment parce qu'il a entendu sa langue et la langue qu'on utilise à la maison et qu'il utilise vraiment avec moi. Encore une fois, c'est quelque chose de très intime et je pense vraiment que ça lui a parlé. Et du coup, après, il allait chercher spontanément des livres et on a trouvé un petit album qu'il aime bien manipuler avec les berceuses en plusieurs langues. Là, c'était en lingala, encore une fois. Il les connaît aussi et c'est vrai que la première, il l'a écoutée. La deuxième, on l'a écoutée, mais il est revenu sur celle qu'on connaissait. La dernière, quand il est revenu sur la même page du début. Voilà. Donc, voilà, par exemple, comment on pourrait proposer aux familles de s'emparer de cet album. Mais en fait, cet album, La vie est une berceuse, comment l'idée vous est-elle venue pour cet album? Oui.
Alors, un album, souvent, c'est un mélange de beaucoup de choses. Là, c'était plus que la sonorité, elle-même, j'avais envie que ce soit un album qui donne envie de bercer, en fait. Et parce que dans la vidéo que tu montrais avec le papa, avec sa fille de petite section, on voit, elle est dans ses bras. Et pour moi, ça change tout si on lit un livre où on est placé comme vous êtes placé en tant que spectateur, ou si on lit un livre dans les bras. Et y compris quand on est en groupe et qu'on n'est pas... Alors je vais passer ma fille, c'est pas grave. Là, on a... Ouais. Dans l'album Il n'y a plus de place, on est dans un bateau. On est dans un bateau. Et donc, il n'y a plus de place, ça raconte les animaux qui arrivent. Et à chaque fois, vous avez comme un refrain. À chaque fois, on dit « Mais dommage pour toi, il n'y a plus de place. » C'est bête. Hein. C'est dommage, tellement dommage. À moins que, et le à moins que revient à chaque fois. Donc non seulement c'est un refrain comme un refrain qui revient tout le long de l'album, mais en plus l'histoire elle-même avec tous ces animaux qui arrivent et à la fin, presque fin, tout le monde tombe à l'eau. En fait, c'est la reprise d'une comptine que la plupart des enfants connaissent, à savoir Bateau sur l'eau. Alors il se trouve que le jeu des parutions fait que mon Bateau sur l'eau est paru, après il n'y a plus de place. Mais, et dans Bateau sur l'eau, il y a ce truc qui, je crois, est assez universel, de ce bonheur d'être d'un côté, de l'autre côté. Et non seulement, je pense, c'est assez, dans toutes les cultures, vous avez des berceuses, mais même quand vous vous occupez des tout petits, c'est assez, ça vient... Alors, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est culturel, j'en sais rien. En tout cas, moi, je sais que quand je m'occupais des tout petits, la réaction des gens qui n'avaient rien à voir avec la petite enfance autour de moi, c'était « Oh là là, tu changes des couches toute la journée ». Et moi, je disais « Si seulement ». Parce que, c'est pas que j'avais une passion pour changer les couches, mais n'empêche, changer les couches, c'était un des rares moments où on était en tête-à-tête avec l'enfant. C'est-à-dire quand vous gardez en collectivité, donc soit vous le faites comme une corvée, soit vous le faites automatiquement, soit vous saisissez de cette chance pour être vraiment en interaction et changer une couche. Effectivement, c'est toute une chorégraphie qui est assez proche en fait du bercement qu'on peut avoir. Du coup, ça a effectivement donné « La vie est une berceuse », en sachant que par ailleurs, le titre, c'était le contre-pied d'une parole que disait en rigolant mon grand-père, qu'il avait pris dans un livre pour enfants qui s'appelait « Le sapeur camembert ». À un moment, le sapeur camembert dit « La vie est une série de coups de poignard qu'il faut savoir boire goutte à goutte ». Et j'adorais cette blague de mon grand-père, mais elle vous plombe un peu, même en rigolant, la philosophie de la vie. Donc la vie est une berceuse qu'il faut savoir écouter. D'un côté, de l'autre côté, à chaque nouvelle nuit, une nouvelle couche. Et Grand Lapin chante. Dessous, dessus, sur le côté, de l'autre côté. À chaque nuit, son nouveau pyjama body. Et Grand Lapin chante. D'un côté, de l'autre côté, et derrière. La vie est pleine de chansons à savourer. Et demain, d'un côté, de l'autre côté, en bas, en haut, tout là-haut, là-haut, jusqu'au soleil. Donc là, le défi, c'était un peu de créer une comptine qui n'existait pas déjà, et dans l'espoir qu'elle va se transmettre, non pas en tant que comptine, mais en tant que chorégraphie, quoi. Et c'est vrai que du coup, cette idée de jouer avec la langue, pour nous en tout cas, pour le travail avec plusieurs langues en même temps, elle est très importante. Parce que voilà, on entre dans la langue, on découvre d'autres sonorités dans le langage. Et du coup, si je comprends bien, c'est quelque chose qui est aussi très présente dans beaucoup de tes albums. Et d'ailleurs, il y en a deux dont j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu. Tout en haut du toboggan et Trois petites souris. Ouais, tous les livres, en fait, c'est simplement... J'étais très contente quand on a parlé de sonorité. Enfin, au début, je n'étais pas très contente parce que je me suis dit, c'est hyper compliqué à expliquer, en fait. C'est plus facile de
parler du travail des images parce que c'est visuel. Et puis comme on ne nous pose que des questions sur les images, du coup on finit par être capable d'expliquer 2-3 trucs. Le texte est plus compliqué à expliquer. La vie est une berceuse, c'est vraiment à l'oreille que voilà, j'ai décidé que le texte serait comme ça, mais c'est comme si on modelait un texte en fait. Dans Il était 3 petites souris, au départ, vous aviez donc, comme j'ai peur qu'on soit un peu pris par le temps, du coup je ne vais pas vous montrer ma fille, juste elle faisait des très jolis bruits de casserole et j'adorais ça. Et puis j'ai eu la chance d'être dans une résidence d'artistes à Troyes, dans une très très grande maison qu'on me prêtait. J'avais de l'espace, j'avais du temps. Ma fille avait 4 ans et demi et donc je revenais le week-end à Paris et le reste du temps j'avais, pour une Parisienne c'est un luxe incroyable d'avoir de l'espace et pour un jeune parent du temps pour faire ce que je voulais. Donc je voulais faire des livres dans le calme. Et le premier soir, cette très grande maison au milieu d'un immense jardin, il y avait des tas d'ateliers d'artistes et pendant ma résidence, il y avait d'autres artistes qui avaient décidé qu'ils allaient faire une résidence de musique. Et donc, pour le silence, c'était raté. Ils ont fait des superbes répétitions. Ils étaient moins harmonieux, à mon avis, que les essais de casserole de ma fille. Du coup, sur le moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait un groupe de hooligans ou de crocodiles qui était en train de faire ses vocalises. Puis je me suis dit, mais finalement, ils font comme ma fille avec ses casseroles, comme moi avec les couleurs. Et donc, je l'ai transformé les crocodiles en petites souris et moi en voisin qui râle. Il était 3 petites souris. Donc, le thème, c'est effectivement le bruit. Et puis, il y a un travail sur les rimes, sur le rythme, pas de refrain. Il était 3 petites souris. Je vais m'approcher. Il était 3 petites souris qui ne voulaient pas aller au lit. On y va, mais on n'a pas envie. Nous voulons jouer. Moi du banjo, dit l'aîné. Moi du tambour, dit le cadet. Moi de la trompette, dit sa puinée. Mais quelle excellente idée, disent les parents enthousiasmés. Vite, ouvrons grand les fenêtres pour que tout le monde profite de la fête. Au bal masqué, ohé, ohé, boum, boum, tut. Mais par le vacarme réveillé, les voisins viennent pour gronder. Tut, boum, boum, diling, diling. Trop vite. Non, j'ai remis une page, excusez-moi. Ça venait avant. Donc tout le monde entre. Aussi, tout le monde dansa et la fête redoubla. Doucement, 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 s'en va le jour. Boum, boum, tchut. Tout le quartier fut réveillé, la ville entière. Bon, vous remettrez dans l'ordre. Des guirlandes, on installa. Au bal masqué, ohé, ohé. On ouvrit la piscine municipale, on organisa un carnaval. Et le lendemain matin, il était 3 petites souris qui ne voulaient plus quitter leur lit. Il était 3 petites souris qui ne voulaient pas aller au lit. Ohé, ohé. Désolée pour l'ordre approximatif. Et tout en haut du toboggan, y a toujours le même travail des rimes, mais on peut aussi avoir des silences tout en haut du toboggan. C'est trop haut, dit l'éléphanteau. C'est parti, dit la fourmi. Rattrape-moi, dit le chat. Je croyais le connaître par cœur. On y va, dit le chat. Rattrape-moi, dit le rat. À 2, c'est mieux, disent les macareux. Et c'est plus facile, disent les crocodiles. On sort de la feuille, dit l'écureuil. On n'est plus là, dit le koala. Mais on revient, dit le lapin. Et c'est trop bien, dit son cousin.
Et en bas, dit le koala, qui nous attend, demande l'éléphant. Les parents. Bravo, mon éléphanto, vous êtes les plus forts, les trésors. C'est bon de vous retrouver, nos préférés. Donc celui-ci, au départ, c'était pareil, un tout petit livre qui existait qu'en une seule fois, avec des pop-up et sans parole. Donc il était vraiment tout petit, et puis il se dépliait tout en longueur. Simplement, il allait être très fragile et avec très peu de pages. Donc on s'est vite dit qu'en plusieurs fois, ça allait être bien, mais peut-être en plus simple, sans les pop-up. Du coup, là, j'ai mis des paroles parce que moi, je pense qu'un livre, c'est des sons qu'on travaille, mais c'est aussi un objet. Et donc, quand je montre un livre qui existe qu'en une seule fois, je peux tout à fait improviser l'histoire en fonction de l'enfant qui est avec moi. Mais quand le livre il va être en plein de fois, ça devient compliqué pour un adulte, parfois, d'être avec un livre sans parole. Et donc mettre des petits commentaires peut aider à suivre l'histoire. Et au départ, il n'y avait pas de rime. Au début, c'était « J'ai peur, dit l'éléphant, c'est parti, dit la fourmi ». Et du coup, à partir de « C'est parti, dit la fourmi », j'ai commencé à me dire « Mais en fait, ça va beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus harmonieuse si je mets des rimes ». Et de la même façon, vous avez toutes les petites fleurs qui sont tout autour, qui ont été enlevées dans l'album final, parce que c'est la même chose, c'est comme s'il y avait des bruits tout autour, qui peut-être sont des bruits parasites dont on n'a pas besoin. Donc pour faciliter la lecture et visuelle et sonore, on élague en fait. Merci Malika. Et du coup, peut-être juste un dernier point, parce que tu viens de dire que pour toi, le livre, c'est un objet. Et c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à l'association, parce que dans beaucoup de livres, dans beaucoup de cultures, le livre, c'est un peu comme un objet sacré. Du coup, souvent, on rencontre des familles qui n'osent pas vraiment utiliser le livre en tant qu'objet, parce que c'est le vecteur de la culture, du savoir dans leur culture d'origine, parce qu'il ne faut pas que le livre soit abîmé. Donc, par exemple, une fois, une famille est venue nous voir. Elle nous a ramené un livre qu'on leur avait prêté. Ils nous ont dit, oui, il est encore en parfait état. On est arrivé à la maison, on l'a posé sur le four, et il est resté là tout le temps. C'est vrai qu'après, on y a travaillé un peu. Et c'est une troisième partie en fait de notre dispositif la langue que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que donc, il y a la lecture d'histoire, il y a une partie chantée en musique avec du jeu sur la langue, mais on a aussi une partie de près de sacs à histoire. Donc des sacs à histoire qui contiennent des albums, des petits jeux, des veilles qui sont en lien avec l'histoire, et les traductions dans les langues des parents, parce qu'après, l'idée, c'est qu'ils ramènent ce sac et avec le contenu à la maison pour qu'ils puissent jouer avec le contenu. Alors nous, on teste avec eux à la fin de l'animation pour leur montrer comment on peut utiliser le livre. On peut le lire, on peut dialoguer avec l'enfant, lui demander de chercher des indices par ici et par là, le manipuler autrement. Donc c'est quelque chose sur lequel en fait, on essaie vraiment de travailler, qui nous tient particulièrement à cœur. Et comment peut-on interagir en fait avec le livre pour toi, Malika? Est-ce que tu as des exemples de livres? Oui, j'en ai apporté quelques-uns. Simplement, comment on peut interagir? Pour moi, un livre, même extrêmement de facture absolument normale, même les feuilles que tu as sur les genoux, si on les agrafe, ça devient un livre. En un sens. Simplement, la façon, le papier, le format, tout ça vont induire une façon de le manipuler. Et il n'y a pas une façon bonne, c'est juste que matériellement, un livre accordéon ne s'ouvre pas de la même façon qu'un livre relié. Mais c'est vrai que je pense encore plus avec les tout petits qu'avec les grands. C'est un objet et c'est même un jeu, un livre en lui-même. Alors on peut le matérialiser de façon très claire en faisant des livres, une forme de doudou. Et donc les livres Ribambelle, vous aviez... Alors là c'était une vidéo qui n'est pas très longue. Non. Je ne sais plus.
Donc c'était une vidéo d'un livre qui a une forme de doudou et qui s'ouvre comme une marionnette, qui se tient comme une marionnette. Si la vidéo marche pas. Ouais. Ok. Donc c'est on se fâche, on montre les dents, on sort les griffes et on se calme. Et alors celui-ci, pour moi, c'est vraiment l'exemple du livre où il faut le manipuler pour encore plus éprouver cette espèce de passage d'une page à l'autre et d'une situation dramatique où on va se faire dévorer à on se calme. Donc c'est un livre, là ça se voit spécialement, et encore plus quand on le manipule, mais c'est quelque chose qui se vit physiquement, à mon avis. Après, on peut avoir des grands livres, des petits livres. Donc là, c'est toujours les livres marionnettes. Parmi les 3 livres marionnettes, il y a le premier, celui qui est au premier plan, qui dit « ce sera une fille ». Et puis finalement, non, c'est un garçon. Et en fait, ce livre, c'est un peu la même histoire que Joé le lapin rêvé, qui est un tout petit livre. Il y a un tout petit coffret qui doit faire 12 cm de haut. 12 cm, c'est un cube, qui contient 5 histoires, mais qui raconte l'histoire de Joé le lapin rêvé en 5 épisodes. Et Joé, il a des parents qui l'attendent et qui, en attendant sa naissance, pense que évidemment, ça va être le plus beau lapin du monde et qu'il va avoir les plus longues oreilles du monde. Et quand Joé est né, évidemment, c'est complètement raté, il a des toutes petites oreilles. Et donc là, c'est 5 petits livres dans lesquels on a même mis un petit flap. Là, c'est quand ils attendent la naissance de Joé. Voilà. Donc dans les livres, on peut mettre des petites surprises. Les flaps, c'est des choses que j'ai mises, que je mets de temps en temps dans les livres que je fais à un seul exemplaire. Là, c'est un jardin. Nous avons Jenna, ça ne se voit pas parce que je n'ai pas pris la photo. J'étais un peu prise par surprise par la petite fille qui en fait est allée chipper le livre dans mon sac. Donc je l'ai prise en photo, mais en fait la feuille là s'ouvre et on a des petits œufs de papillons dessous. De l'autre côté, c'est une grande course qui se déploie en livre accordéon. Dans les petits coffrets, on avait des accordéons, et là c'est 5, c'est près du grand érable. C'est 5 petits livres accordéons on peut jouer avec les couvertures, comme un puzzle, mais un puzzle où c'est assez facile de réussir le puzzle, on va dire. Et donc, voilà, des petits accordéons. Là, pareil, avec 3 petits livres spectacles. Où là, il y avait encore des tout petits pop-up. Et puis, on peut avoir des très grands livres accordéons. Celui-là, c'est ce livre-là. Ou des très, très, très grands livres, pas accordéon, mais celui-là, il doit faire 50 cm de haut, je pense. Ou bien, à nouveau, des tout petits avec les pop-up qui s'ouvrent en hauteur. Et donc, les livres qui s'ouvrent en hauteur, par exemple, c'est une façon de jouer. Normalement, les livres ne s'ouvrent pas en hauteur. Mais pour un tout petit, il s'ouvre autant en hauteur que pas en hauteur. Donc, pour une fois, on prend plutôt la liberté qu'a un tout petit de prendre dans n'importe quel sens. Et une chance sur 2 pour que ce soit le bon. Pendant ce temps, s'ouvre aussi en hauteur. Et puis donc, on peut aussi avoir, ça c'est le dernier à l'école des loisirs, le grand match, qui est cartonné, mais sinon qui est absolument normal. En sachant que oui, un livre normal, c'est déjà un jouet complètement magique et fascinant, parce qu'on va passer d'une scène de liesse à la page suivante où c'est le drame. Et donc à la fois c'est magique et en même temps, même tout petit, un enfant est acteur du truc, c'est-à-dire que s'il fait comme nous, mais de manière plus habile, avec la télécommande, s'il veut revenir en arrière à la scène de liesse, c'est un truc qui est possible. Donc il y a le côté, il y a une situation et hop, il y en a une autre. Donc je pense que même normal, de toute façon,
non seulement c'est un objet, mais c'est un jeu, à condition qu'effectivement on soit un peu détendu autour. Et de temps en temps, il y a des jouets qui sont cassés, on prend le temps de les réparer. Et on voit que, voilà, on peut mettre des scotch et des pansements, et on voit que ça ne va pas complètement se réparer, mais on peut à nouveau. Merci beaucoup, Malika. Merci beaucoup, Valentina. Merci à tout le monde.